Bien, bonsoir. Bonsoir. L'information a évolué. Aujourd'hui, on parle d'intervention de la France au sol. Hein. Les villes tombent les unes après les autres. En tout état de cause, on peut dire que l'histoire s'accélère quand même dans cette partie de l'Afrique. Cela a pris de court plus d'un analyste, hein, mais pour beaucoup, c'est la moins mauvaise des solutions. Est-ce votre analyse? Oui, c'est tout à fait mon analyse. Je pense que c'est non seulement la moins mauvaise des solutions, mais c'était la seule solution aujourd'hui. Puisque si la France n'était pas intervenue, il est absolument certain que les terroristes et les narcotrafiquants seraient aujourd'hui à Bamako. Et on ne sait pas, après Bamako, où est-ce qu'ils iraient. C'est pourquoi il a été d'une grande utilité que le président François Hollande intervienne rapidement, avec une grande célérité, avec beaucoup de courage d'ailleurs, parce que je présume que les terroristes pensaient qu'avec les otages français qui étaient entre leurs mains, que François Hollande n'aurait pas osé prendre une telle décision, mettant, comme il le pensait, en danger la vie des otages. Mais comme il l'a indiqué lui-même, ce sont les mêmes. Ceux qui ont pris les otages sont ceux qui, aujourd'hui, voulaient justement franchir un nouveau Rubicon. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que ce sont les terroristes et les narcotrafiquants, djihadistes à la fois, salafistes, qui ont voulu franchir une étape en maîtrisant la zone de Mopti. Parce que c'est dans la zone de Mopti que se trouve Sévaré, là où il y a cet aéroport stratégique. Si une fois que c'était occupé, ensuite c'est Ségou et il descendait vers Bamako. Alors, c'est pour cela que cette réaction a été une réaction particulièrement opportune et je pense, et il faut encourager cette décision, il faut qu'il y ait au niveau international, africain d'abord, national, au niveau du Sénégal et mondial, une union sacrée pour saisir cette occasion et extirper, expurger le terrorisme et les narcotrafiquants de cette zone du Nord Mali, du Sahel et de la zone sahélo-saharienne. On sait que la crise en Libye a beaucoup joué sur le développement de cette crise-là. Les observateurs voyaient venir. Pour vous, quelles sont les causes profondes de ce conflit-là? Ah oui, je crois que ce qui s'est passé en Libye a joué un rôle essentiel. D'abord au niveau du déclenchement de la crise et ensuite de l'évolution de la crise jusque maintenant. Parce qu'au fond, tout le monde connaissait ce que représentait l'arsenal libyen. Et avec la crise, c'était à ciel ouvert. Et tous les terroristes qui s'étaient donné rendez-vous en réalité en Libye étaient recrutés, entraînés et entretenus. À la suite de la crise libyenne, maintenant, ils sont tous partis avec des armements plus ou moins importants. Pour ce qui concerne la zone, ceux qui venaient au Niger avaient été désarmés par le président Youssoufou. C'était la condition. Et même certains militaires maliens, ils sont restés et encadrés, surveillés par le Niger. Les autres ont été accueillis à bras ouverts par le président Amadou Toumani Touré. Et d'ailleurs, il était contre l'intervention en Libye, l'intervention française. Comment ATT, il était contre l'intervention française en Libye, il avait refusé le soutien. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est ce qu'on a vu et le comportement qu'il a eu à l'égard de tous ceux qui sont venus de la Libye montre qu'il n'était pas pour cette intervention en Libye. Alors, parce qu'une mesure de cette nature, intervenir en Libye dans les formes dans lesquelles cela a été fait, était constituée
un danger parce qu'on n'a pas potentiel, parce qu'on n'a pas mesuré, on n'a pas pris de mesures d'accompagnement pour assurer le suivi, notamment en ce qui concerne cet armement qui était au niveau de la Libye. Alors, justement, cette intervention de la France et de la communauté internationale à travers la France en Libye a été une espèce de détonateur. Et lorsqu'ils sont venus au niveau du Mali, ils y ont été accueillis à bras ouverts, et c'est ça qui a fait qu'ils ont eu tout le loisir d'occuper cette partie du nord qui représente à peu près 800 000 km², presque 4 fois le Sénégal. Et évidemment, même dans une situation normale pour un pays en développement, il est difficile d'assurer une véritable sécurité sur une superficie aussi importante. Et ce lieu était en train de devenir une espèce de sanctuaire pour les terroristes et les narcotrafiquants, pour la vente des armes de tout genre. Et il était essentiel qu'à un moment ou à un autre, à partir du moment où ils ont voulu occuper carrément les 2/3 du Mali et y installer un régime radical islamiste, mais il fallait, je pense, prendre des mesures pour mettre un garrot et prendre les mesures appropriées pour les extirper de l'ensemble de la zone. Et l'occasion a été offerte par la décision, c'est eux parce qu'ils ont pris la décision d'aller au-delà de la zone de Mopti et de venir vers Bamako et mettre ainsi la communauté internationale devant le fait accompli. C'était ça le problème. Et c'est pourquoi le président Hollande a agi de manière responsable, prompte, un véritable chef des armées. Et il faut, à mon avis, saluer cette décision, l'accompagner et continuer à le soutenir, non seulement au niveau des Africains, comme l'ont fait l'ensemble des pays membres de la CEDEAO et le président Macky Sall. Il faut savoir que déjà au sommet sur le Sahel, pendant l'Assemblée générale des Nations Unies, le président Macky Sall et François Hollande étaient les plus en vue pour une réaction rapide, que le temps ne travaille pas pour nous. Pour eux, l'avenir leur a donné raison. Attaquer ces islamistes, quoi. Voilà, il fallait faire un choix, parce que la formule qu'ils avaient utilisée tous les deux, aussi bien le président Macky Sall que le président François Hollande, ils disaient oui, négocier, mais négocier avec qui? Parce que ces gens-là ne donnent aucun signe qu'ils veulent d'une négociation. Et ce qui est arrivé, l'avenir leur a donné raison, puisqu'ils nous ont fait, les terroristes et les narcotrafiquants, tous ces gens d'AQMI et de la MUJAO, nous ont fait perdre beaucoup de temps. Okay. Voilà, oui, Macky et Hollande étaient sur la même longueur d'onde sur cette question-là, très précise, hein. Oui. Mais autant Hollande a été très prompt à réagir, autant Macky a voulu se conformer un peu aux directives de la CEDEAO, quand même, qui a un peu traîné les pieds, la CEDEAO. Oui, mais même au sein de la CEDEAO, il faisait partie avec un certain nombre de chefs d'État, puisque moi je les ai rencontrés les uns, discuté avec les autres. Lui, il faisait partie de ceux qui pensaient qu'il y avait beaucoup de dilatoires et qu'il fallait agir. Il a été d'une fermeté absolue pendant toutes les rencontres qui ont eu lieu. Et cette décision d'envoyer nos djambars comme d'autres bataillons provenant des autres pays, la décision avait été arrêtée dans son principe. Parce que le Sénégal ne pouvait pas être en reste. Voilà, on va revenir sur cette intervention du Sénégal au Mali un peu plus tard, hein. Mais restons sur la question française. Vous êtes socialiste, vous êtes vice-président de l'Internationale socialiste. Vous avez salué un peu la décision de Hollande, mais vous avez aussi peur, hein, quand on sait que ça peut avoir des répercussions négatives sur le plan de la politique intérieure pour la gauche française. Ce conflit est né pratiquement pour l'essentiel de ce qu'on a libéré un peu les forces djihadistes et islamistes après la guerre de Libye. Vous avez parlé de suivi. La France n'a pas, sous Sarkozy, n'a pas suggéré ce suivi-là. Ça peut retourner contre vous, non?
Oui, je préside aussi le comité Afrique de l'Internationale socialiste et à ce titre, je m'occupe de la question parce que comme vous le savez, des partis politiques importants au niveau du Mali appartiennent à l'Internationale socialiste. Ceci étant dit, effectivement, des décisions de cette nature ne peuvent pas être prises sans risque. Les décisions, un chef d'État est toujours exposé, il prend des décisions risquées. Mais ça, c'est lié à leur mission, ça, c'est lié à la confiance que les peuples ont placée en eux. Et la bonne intuition, la bonne décision, c'est ça qui caractérise le bon chef d'État. Et dans le cas d'espèce, la question qu'on doit se poser, c'est si François Hollande n'était pas intervenu de la manière prompte et énergique dont il l'a fait, que serait-il arrivé? La question est que ce serait été une catastrophe. Et d'ailleurs, cette décision de François Hollande a une portée stratégique et marque un tournant, non seulement sur la crise malienne, la crise sahélienne et la crise sahélo-sahélienne, mais ça marque un tournant dans la gestion des conflits, notamment au niveau des Nations Unies. Parce que la résolution à laquelle vous faites allusion, la 2085, avait été précédée par la 2066, la 2071, qui ont été des décisions beaucoup plus fermes. Mais la résolution 2085 a été un compromis parce que beaucoup d'États, dont l'Algérie, vous le savez, les États-Unis, étaient réticents à une action militaire. Et de ce point de vue-là, je pense qu'ils ont eu tort, la communauté internationale et le Conseil de sécurité a eu tort de montrer une certaine compréhension à l'égard des terroristes, parce qu'ils ont pris cela comme de la faiblesse. Et ce qui a fait que, d'ailleurs, jusqu'à la veille ou l'avant-veille de l'action militaire, tout le monde pensait que, bon, l'option, c'est la négociation et à l'extrême limite, en ce moment-là, on opterait pour l'action militaire. Les Africains ont un peu traîné les pieds, mais il y a somme toute une position un peu floue quand on sait que le Burkina, qui fait office de médiateur aussi dans cette affaire-là, abrite des bases aériennes du MNLA. Comment analysez-vous ça dans le cadre africain? Oui, mais on ne peut pas, à mon avis, considérer le MNLA comme étant une organisation terroriste. Je ne le pense pas. Je pense que c'est une organisation qui revendique un certain nombre de spécificités, qui veut justement libérer, comme ils le disent, cette partie du territoire qu'ils appellent l'Azawad. Mais ça, on ne peut pas considérer que c'est en réalité des narcotrafiquants ou des terroristes. Voilà. Encore que ce n'est pas aussi simple que ça. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut mettre d'une part le MNLA et d'autre part le reste. Ansar Dine, défenseur de l'islam, c'est ça la signification. Ensuite, Mujao et enfin AQMI qui est en relation avec Al-Qaïda. Ce trio-là est un trio d'enfer. Je crois qu'il faut neutraliser à tout prix. Il faut leur faire face résolument. Oui. Et il ne faudrait pas surtout que cette action en cours puisse être arrêtée à mi-chemin, au milieu du gué. Ce serait absolument catastrophique. Il faut aller jusqu'au bout et assurer le suivi. Assurer le suivi post-conflit. Après, assurer le suivi une fois que les principales villes qui ont été d'ailleurs libérées, Gao, Tombouctou, Kidal, ont été libérées. Et bon, ils disent que c'est une stratégie de repli, soit, mais ce qu'il faudrait, une fois qu'ils seront chassés de ces localités, il faut les poursuivre et les détruire le nid, le sanctuaire qu'ils ont formé là-bas. Il faudrait, c'est pourquoi il est utile que rapidement les Africains se déploient. On parle de 3000 hommes. Que l'Afrique devrait déployer et au chapitre desquels il y a quand même le Sénégal. Comment analysez-vous justement l'engagement du Sénégal dans ce conflit? C'est la deuxième partie de notre interview. Ah oui, comme vous le savez, moi je suis un homme de loyauté, je suis
partie prenante. Je me considère comme étant aux responsabilités à côté et en même temps que Macky Sall. De sorte que Pourtant, on aurait dû y être avant ou c'est le moment choisi qui est le bon? Nous ne pouvions pas, nous n'avons pas les moyens. Si nous avions les moyens que la France a, parce que la France a, d'abord, c'est une puissance. Ouais. Ensuite, le processus de prise de décision est un processus simplifié en France. Ce n'est pas la même chose que dans les autres pays d'Europe, qu'aux États-Unis. Oui, parce que dans les autres pays d'Europe, il faut l'aval du Parlement, c'est très compliqué. Mais en France, leur système est que le Parlement est simplement informé. Et il peut prendre rapidement la décision, ils en ont les moyens. Nous, si nous avions les moyens de le faire, ou si les Africains avaient les moyens de le faire, probablement on l'aurait fait. Mais vous voyez, depuis que la décision est prise, c'est le 6e jour, nous ne sommes pas encore sur place. Vous voyez, et si on ne comptait que sur les Africains, vous voyez ce qui serait arrivé. Mais se pose alors le problème de l'intégration africaine, ouais, le problème en marche, le problème des armées africaines. Ouais. Il faudrait, les Comores a existé avec tout ce que ça a produit, mais quelque chose comme ça devrait exister pour que dans des situations de cette nature, nous puissions prendre les devants et appeler les autres. Et non pas que les autres prennent les devants et nous appellent. Il y a là un vrai problème, il faut en tirer des enseignements. Sous ce rapport-là, il y a l'ancien chef de la diplomatie sénégalaise, le ministre Cheikh Tidiane Gadio, qui théorise un peu l'africanisation du conflit. Il y a même le Burundi qui envisage d'envoyer des troupes. Oui, mais ce n'est pas une africanisation du conflit. Moi, je crois que là aussi, il y a... C'est au-delà de la CEDEAO, mettre l'Union africaine totalement en branle. Oui, tout à fait. C'est une mondialisation, ouais, globalisation, faire revêtir au conflit un caractère planétaire. Parce que là aussi, en réalité... Vous pensez que c'est une question qui dépasse l'Afrique? Absolument, qui dépasse la sous-région, qui dépasse le Sahel, qui dépasse le Sahara, qui dépasse l'Afrique. Parce qu'il s'agit de lutter contre le terrorisme, contre les narcotrafiquants, donc contre le blanchiment d'argent, contre la circulation des armes. C'est tout ça qui se fait dans ce réduit-là. Et je voulais dire, au mot s'il vous plaît, indiquer qu'il faut savoir que les Nations Unies, le Conseil de sécurité, en prenant une résolution sur le Nord Mali, sur cette zone du Sahel, agit sous l'empire du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Que prévoit cette charte? Justement, qui indique que lorsque la sécurité et la paix internationale sont menacées, voilà, les Nations Unies doivent agir. Voilà. Et s'il s'agit dans ce cadre-là, en réalité, le distinguo qu'on a fait ne me paraît pas juste. Pourquoi, lorsqu'il s'agit de questions de l'Afghanistan, de questions qui se passent dans telle ou telle partie du monde, on ne dise pas, bon, les Asiatiques doivent s'en occuper? Non. Il s'agit d'une question nationale, internationale, d'une question mondiale, et donc qui intéresse la communauté internationale. Il faut la traiter comme telle, et l'intervention de la France donne l'occasion de donner à l'action qui est menée un caractère international et ne pas considérer qu'il s'agit des Africains, seulement des Africains. Il ne faut pas analyser cette question sous cette formule-là. Oui. Mais c'est justement aujourd'hui, on doit dépasser, c'est vrai, comme vous l'avez indiqué, le cadre étroit de la CEDEAO pour donner à cette question-là une dimension continentale, mais surtout à tirer des enseignements pour l'avenir. Voilà. Ce n'est pas acceptable. Tout à l'heure, vous avez fait état de la saisine de l'Assemblée, qui est facile en France. Au Sénégal, des voix commencent à se lever pour dire que le président devrait saisir quand même le Parlement. Est-ce qu'il est obligé, dans ce cas d'espèce-là, de saisir le Parlement? Quelles sont les voies appropriées pour... Oui, mais parce qu'il ne faut pas que... Là aussi, il ne faut pas qu'on rentre dans des confusions. Il ne s'agit pas en soi d'une déclaration de guerre. Non, il ne s'agit pas d'une déclaration de guerre, il s'agit d'une participation du Sénégal dans le cadre de la légalité internationale à soutenir une coalition qui a été mise en place. Donc la loi permet au président de contourner le... Oui, mais c'est la énième fois que le Sénégal le fait. Nos soldats sont au niveau de nombreux théâtres d'opération. Oui, depuis Senghor, en passant par... Le ministre des Affaires étrangères, il intervient tout à l'heure à l'Assemblée. C'est pour informer. Oui. C'est pour informer. L'Assemblée, le pouvoir législatif doit être informé des décisions qui sont prises par le pouvoir exécutif. Ça me paraît tout à fait
est normal. Et même si l'obligation n'existait pas, cette obligation d'information, il y a la courtoisie républicaine qui veut que le chef d'État informe nos députés. Dernière question, c'est le chapitre politique. La classe politique doit faire bloc derrière. Il y en a qui le théorisent derrière le chef d'État parce que c'est les Diamars qui sont quand même en cause. Là. Mais absolument, je crois qu'il n'y a pas on ne constate pas de divergence au niveau de la classe politique et constater que c'est ça qui s'est passé au Mali. Parce qu'au Mali, vous savez, la situation est très difficile par rapport à raison des rapports qu'il y a au niveau de la classe politique. Vous me disiez la dernière fois que vous aviez appelé quelques-uns d'entre eux pour... Ah oui, je me suis investi dès le départ, à la demande d'ailleurs de nos amis français, pour parler à ceux avec lesquels j'avais des relations particulières, pour leur indiquer qu'il s'agit d'une action qui dépasse leur carrière, qui dépasse leur personne, qui dépasse notre continent, et pour qu'eux-mêmes ils soient unis. Ça s'est fait. En France aussi, vous l'avez remarqué, il y a une union sacrée. Au Sénégal, il doit y avoir, et il y a, je crois, une union sacrée autour du président, de l'action, de l'initiative du président, mais surtout autour de nos djambars. Je crois qu'il faut construire cette union sacrée avec la société civile, avec les hommes politiques, avec les chefs religieux. Il faut sensibiliser tout le monde pour qu'on sache qu'il s'agit vraiment du destin de notre continent. Monsieur Mantanodien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Mesdames, Messieurs, merci. C'est fini pour ce deuxième numéro de Point. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre question d'actualité.